Bien, bonsoir, je propose que nous commencions tout de suite notre séance et on ouvre l'année 2014 avec une séance organisée en commun avec West Media Lab. West Media Lab, je le rappelle, c'est un labo numérique nantais dont l'objet est de réfléchir et de travailler à l'invention des médias de demain. C'est un laboratoire qui a été créé par Julien Kostrèche, qui est à mes côtés, qui va intervenir aussi, et Philippe Roux, qui est dans la salle. Comme vous le savez d'ailleurs, le Conseil de développement a engagé avec West Media Lab un partenariat destiné à approfondir la question du numérique et de ses effets, pas seulement sur la question de l'information, mais aussi et plus globalement sur l'organisation et le fonctionnement des territoires. Dans cet esprit, la réunion de ce soir concerne le projet Cartelec, projet conduit par des géographes et des politistes. Pour résumer très grossièrement ou rapidement, c'est un atlas en ligne assez fin qui croise des données électorales et des données socio-démographiques. Mais en plus, c'est un outil qui n'est pas seulement destiné aux chercheurs et qui est accessible, y compris aux citoyens que nous sommes. Et vous allez nous expliquer ça ce soir. C'est donc Jean Rivière qui dirige alors je ne sais pas s'il faut dire société ou ce laboratoire, Cartelec, géographe à Nantes, à Ligaroun. Ligaroun, je parle sous le contrôle de Jean Renard, c'est l'Institut de géographie et d'aménagement régional de l'Université de Nantes. C'est bien ça. Jean Rivière est un très jeune géographe, mais la valeur n'attend pas le nombre des années dans cette matière. Et c'est lui qui, effectivement, porte ce projet Cartelec. Il va nous le présenter de manière détaillée. Et vous pourrez, bien sûr, lui poser toutes les questions que vous voulez. Avant de vous passer le micro et la parole, je vais passer le micro à Julien qui peut peut-être ajouter diverses choses sur Media Lab et les coopérations engagées avec divers acteurs. Oui, bonsoir à tous. Je voulais juste vous expliquer comment on s'est rencontrés en fait avec Jean. Il se trouve que West Media Lab organise des ateliers sur le data journalisme, donc où on fait travailler des journalistes avec des informaticiens, des graphistes, des designers, sur les données, l'utilisation des données publiques, notamment. Ce sera la 2e édition cette année d'ailleurs, ça démarrera le 23 janvier, ça va se dérouler pendant un mois. Et lorsqu'on a mis en place cette nouvelle édition, plusieurs médias nous ont dit nous en 2014, évidemment, il y a un sujet qu'on veut traiter, on ne pourra pas passer à côté, c'est les élections municipales. Et donc on a commencé à regarder avec les médias de quelles données on pouvait disposer sur le thème électoral, donc les données électorales, évidemment les résultats des scrutins précédents, et de voir comment on pouvait regarder l'évolution du vote localement, voire même hyper localement à l'échelle des quartiers, ou comparer aussi le vote d'un quartier à l'autre. Donc on a un petit peu regardé du côté des plateformes ouvertes, open data, où il y avait assez peu de choses, en tout cas à l'échelle qui nous intéressait, et c'est ainsi qu'on a découvert le projet de recherche Cartelec, qui lui venait justement de publier ses travaux à l'échelle hyper locale, à l'échelle des bureaux de vote, et en plus avec des données réutilisables. Et cerise sur le gâteau, si je puis dire, Jean donc est chercheur à l'université de Nantes, donc on avait une proximité géographique, c'était de bonnes raisons de se rencontrer. Et je voulais juste préciser aussi que du coup ces données, elles vont faire l'objet d'une réutilisation par des médias, en l'occurrence Presse Océan et France 3, pendant un mois, là, du 23 janvier au 27 février, que les travaux seront publiés dans les colonnes ou sur les sites internet de ces médias. Voilà. La parole est à Jean. Merci. Alors, merci d'abord de l'invitation et de me donner l'occasion de venir pour la première fois dans cette tour de Bretagne. Donc je suis maître de conférence, donc enseignant-chercheur en géographie à l'université de Nantes, et je travaille dans le cadre d'un laboratoire de recherche qui s'appelle Espace et Société. Alors une petite précision qui est une précision importante, c'est pas moi qui dirige le projet Cartelec, c'est pas moi non plus qui en suis à l'origine, c'est un projet collectif, c'est important de le préciser. Je suis tout seul pour en parler aussi aujourd'hui, mais c'est important de dire que c'est un projet qui a nécessité plusieurs types de compétences, d'abord de gens de plusieurs disciplines, à la fois des géographes et puis des spécialistes de sciences politiques, et que ce projet il a été porté à l'université de Rouen par notamment autour d'un géographe qui s'appelle Michel Bussy,
qui avait contribué à co-diriger ma thèse. Et donc c'est une fois ma thèse finie que j'ai été recruté comme post-doc, on dit, c'est-à-dire comme chercheur contractuel, plus clairement, sur ce projet. Donc j'ai rejoint ce projet, mais c'est un projet qui fait appel à des compétences donc, de disciplines différentes, et puis pas seulement à des enseignants-chercheurs, mais aussi à des ingénieurs de recherche ou des ingénieurs d'études qui ont réalisé un important travail technique qui permet les résultats, de pouvoir travailler sur ces résultats. Bref, c'est donc un travail d'équipe, même si je suis tout seul pour en parler aujourd'hui. Alors ce projet, on l'appelle ANR FEDER, donc c'est un projet, l'ANR c'est l'Agence nationale de la recherche, et les fonds FEDER, des fonds européens, qui ont financé ce projet, qui est donc un projet de recherche à durée limitée, mais qu'on espère pérenniser, dont l'objectif était de réaliser une cartographie électorale à l'échelle des bureaux de vote, et puis que cette cartographie soit disponible en libre accès. Alors, c'est un peu difficile de se placer en termes de registre d'intervention. Pour moi qui ne vous connais pas, à mi-chemin entre le public du citoyen qui aurait envie d'en savoir plus là-dessus, de l'expert avec des guillemets du conseil de développement ou de l'universitaire. Donc s'il y a des choses qui vous paraissent pas claires pendant que je parle, il ne faut pas hésiter à m'interrompre ou à me poser des questions, qu'on fasse ça assez simplement. Je vais essayer de faire quelque chose qui soit pas trop académique. Il faut me faire des grands signes si jamais vous comprenez pas ce que je raconte. Donc n'hésitez pas. J'ai prévu trois principaux temps. Un premier temps qui va prolonger cette introduction que j'ai appelée la carte électorale icône médiatique. Un deuxième moment où je vous présenterai le projet Cartelec, sa valorisation et le principe de diffusion des données, notamment en s'appuyant sur 2 sites internet. J'ai prévu des liens dans la présentation que je vais vous faire. Et puis quelques résultats. Alors un moment plus universitaire peut-être, on pourra peut-être passer rapidement dessus ou s'y attarder à l'inverse si ça vous intéresse. Quelques résultats des travaux, qu'est-ce que permettent de faire toutes ces bases de données, à la fois au niveau interne, c'est-à-dire sur les clivages, à l'échelle des clivages intramétropolitains de Nantes Métropole, saisis à l'échelle des bureaux de vote, et puis au niveau qu'on pourrait qualifier de externe, c'est-à-dire on peut regarder certes d'un côté ce qui se passe à l'intérieur de Nantes, mais ce jeu de données, comme il est national, on peut aussi dans une perspective plus comparative essayer de positionner Nantes par rapport aux autres grandes villes françaises qui sont caractérisées ou définies par un rang urbain, c'est-à-dire une taille à peu près identique. Ça vous paraît clair comme principaux éléments ? Très bien. Alors, on pourrait commencer par dire que la carte électorale, c'est un peu comme la carte météo. C'est-à-dire que c'est un objet visuel qui est bien connu du grand public, auquel on ne prête pas forcément une grande valeur scientifique et surtout sur laquelle chacun peut un petit peu disserter à partir de son expérience locale, mais aussi de ses intuitions nationales. Donc un objet familier, mais c'est aussi, je pense, parce qu'il est familier qui présente un certain nombre d'avantages, mais aussi de risques. Alors cette histoire de la carte électorale, je ne vais pas insister trop longtemps dessus, mais elle se confond d'ailleurs avec celle de la discipline géographique, depuis que cette discipline s'est intéressée à l'étude des résultats électoraux au tout début du siècle dernier. En fait, il faut bien dire qu'avant l'apparition des sondages d'opinion dans les sciences sociales, le fait de totaliser, d'agréger les bulletins de vote en faisant varier les échelles, depuis le bureau de vote, la commune, le canton, le département, puis la région, eh bien, c'était le principal matériau, la principale source de données pour travailler en analyse électorale. Pour autant, pendant trop longtemps, ces cartes, elles ont été réalisées à des échelles grossières. Les 2 exemples de gauche à l'échelle régionale et puis à l'échelle française, même si ces cartes sont récentes, on peut dire que ce sont avant tout de très mauvaises cartes. D'abord parce que l'échelle est extrêmement grossière. Quand on regarde cette carte à l'issue du scrutin régional, enfin des scrutins régionaux plutôt, de 2010, on a l'impression d'une France uniformément rose. Alors dans le code couleur, ça voudrait dire qu'elle serait uniformément socialiste. Même réflexe pour les départements. En fait, on pourrait dire que ces échelles d'analyse qui sont trop grossières, ce qui n'est pas le cas du bureau de vote, on y reviendra tout à l'heure, en fait, elles masquent l'hétérogénéité, les différences internes extrêmement fortes qu'il y a pourtant à l'intérieur des régions, à l'intérieur des départements. Et c'est d'autant plus dommage pour ces cartes récentes qu'il est pourtant possible de disposer de cartes réalisées à des échelles plus fines, notamment au niveau communal, depuis maintenant quelques années. D'ailleurs, juste après l'élection présidentielle de 2002, ces cartes réalisées à l'échelle communale et diffusées rapidement dans les médias pour la première fois à cette échelle, elles ont fait dire à un démographe qu'il ressentait l'impression comparable à la découverte du microscope, du télescope ou du scanner. Or, justement, de ce point de vue, on pourrait dire que le projet de recherche que je vous présente aujourd'hui a essayé de proposer une nouvelle étape, de franchir une nouvelle étape, puisque c'est désormais au niveau des bureaux de vote que l'on peut cartographier puis analyser les résultats électoraux, et donc c'est l'objet de mon intervention d'aujourd'hui. Alors ce regain d'intérêt aussi de la carte électorale depuis les années 80, il est en premier lieu d'ordre méthodologique ou d'ordre technique, notamment parce que les outils dont disposent les géographes ou les ingénieurs qui travaillent dans le domaine de la géographie ont très largement évolué et, pour le dire quand même clairement, nous facilitent grandement la tâche.
Les progrès en termes de cartographie automatique ont modifié le rapport aux statistiques. Ce qui était fastidieux avant est réservé aux graphistes. La carte électorale elle devient accessible à tous ou presque, y compris à des échelles de plus en plus fines. On le verra tout à l'heure avec cet atlas interactif qu'on propose de mettre à disposition du public ou des citoyens. Dans le même temps, on pourrait dire aussi que la demande médiatique pour l'image est croissante. Il est désormais possible d'afficher des cartes presque en temps réel, le soir des élections, de procéder à des analyses cartographiques précises dans la presse dès le lendemain des scrutins, voire des traitements beaucoup plus raffinés dans les jours qui les suivent. Or, ces cartes électorales, donc elles font l'objet d'un intérêt croissant de la part des journalistes, des administrateurs, des aménageurs, des partis politiques, des militants, mais aussi des citoyens. Et c'est donc ce qui explique ma présence ici, le fait que vous soyez quand même assez nombreux, donc ce dont on peut se réjouir. Cela dit, à l'inverse, on peut aussi se demander, en adoptant un regard plus critique, si cette demande croissante en matière de carte électorale, eh bien, elle ne masque pas un déficit de réflexion quant à son usage et son statut d'icône médiatique à la carte électorale, comme d'ailleurs à la carte en général, on pourrait dire en géographie, doit à mon avis aussi inciter les citoyens, les journalistes, ou en tout cas les gens qui ne les utilisent pas habituellement, à la prudence dans leur utilisation, et puis surtout dans les interprétations qui en découlent. Alors voilà pour ce premier petit temps introductif que j'ai essayé de faire assez court et puis assez général. Et je vais maintenant vous présenter ce projet Cartelec. Alors le sigle Cartelec, c'est pour carte électorale française, ces éléments de valorisation et puis de diffusion des données. Alors c'est écrit un peu petit, c'est les éléments du site internet qui présentent le projet. Ce projet Cartelec, il vise donc à développer ce qu'on appelle un système d'information géographique, c'est-à-dire une base de données qui couple à la fois un fond de carte et des données issues, quantitatives en l'occurrence, issues de différentes sources d'information. En fait, la première étape, ça peut paraître un peu surprenant, mais ça a été pour nous de créer un fond de carte, tout simplement, des bureaux de vote de l'ensemble des grandes villes françaises. Il faut savoir qu'il y a vous le savez sûrement, il y a 36 000 communes en France. Sur ces 36 000 communes, les 30 000 plus petites comptent un seul bureau de vote. Généralement, quand une commune atteint 2000 habitants, ça fait à peu près 1400, 1500 inscrits. Généralement au-delà de 2000 habitants, mais c'est du domaine de compétence de chaque municipalité, donc chacune le gère comme elle le souhaite. Généralement, une commune commence à se créer un second bureau de vote et à couper son territoire communal en deux parties. Bref, sur ces 36 000 communes, 30 000 ont un seul bureau, et dans les 6 000 autres, il y a environ 30-35 000 bureaux de vote. Donc notre objectif, c'était de passer en fait d'une maille géographique, d'une trame de fond de 36 000 communes à une trame de fond qui faisait entre 60 et 70 000 entités. D'accord ? Pour avoir le niveau de détail le plus fin auquel est collectée l'information électorale. La commune, quand c'est une commune de plutôt petite taille, et le bureau de vote quand les communes sont subdivisées, on pourrait dire, en plusieurs bureaux. Ça, c'était la première étape, et vu les difficultés techniques, c'est-à-dire le fait que ça relève du domaine de compétence de chaque municipalité, que les préfectures ne centralisent que très rarement, à deux ou trois exceptions en France, l'information, fait qu'il a fallu contacter toutes les villes, une par une. Donc c'est un travail énorme et c'est pour ça que j'insistais sur la dimension collective de ce travail. C'est quelque chose qu'un chercheur seul ou même qu'une équipe d'enseignants-chercheurs ne peut pas réaliser. Il faut des moyens de soutien technique, des ingénieurs, d'études, de recherche, etc. Donc on a mis déjà beaucoup de temps à réaliser ça. Et la deuxième étape, ça a été, une fois qu'on avait ce fond de carte, on avait les données électorales du ministère de l'Intérieur. Ce qu'on a voulu, c'est disposer dans la même base de données, de données qu'on peut qualifier de données socio-économiques qui informent sur le profil social des habitants de ces bureaux de vote. Alors ces données, ce sont des données de la statistique publique. Le gros le gros de l'information est diffusé par l'INSEE, l'Institut national de la statistique, des études économiques. Donc on a notamment les informations du recensement de la population, les tranches d'âge, les niveaux de diplôme, les catégories socio-professionnelles, le statut d'occupation des logements. On a eu accès aussi à des données plus originales de la DGI, la Direction générale des impôts, qui permet d'avoir la distribution de la population en tranches de revenus, le revenu moyen, le revenu médian. Et puis on a voulu aussi, pour croiser ce qu'on pourrait appeler ces divisions ou ces ségrégations électorales avec les contrastes sociaux, les inégalités dans les villes, on a voulu aussi disposer de données des CAF, notamment le pourcentage d'allocataires du RSA ou d'informations qui permettent de quantifier, on va dire, plus précisément la précarité ou d'un indicateur de précarité sociale des habitants. Le problème, ce qui nous a pris aussi beaucoup de temps, c'est que comme certains d'entre vous ou certaines d'entre vous le savent peut-être, c'est qu'il n'y a aucune correspondance géographique entre d'un côté la trame géographique des bureaux de vote et de l'autre la trame géographique qui est ce qu'on appelle l'IRIS, l'îlot regroupé pour l'information statistique, à l'échelle de laquelle l'INSEE ou la DGI ou la CAF diffusent ces données.
Bref, on avait imaginons un calque, un morceau de papier calque. On avait un premier calque avec la trame des bureaux de vote et un deuxième calque qu'on peut mettre par-dessus avec la trame, ce qu'on appelle les iris. Bref, là où on a l'information sur le profil social des habitants. Et le problème, c'est que quand on allume une lumière en dessous, comme on aurait fait il y a quelques années, maintenant on fait plus ça, on s'aperçoit que les deux découpages ne coïncident pas du tout. Or, c'était un problème méthodologique majeur pour nous parce que on avait envie de pouvoir faire des traitements statistiques, des croisements, des comparaisons entre d'un côté les données électorales et de l'autre côté des indicateurs dont on faisait l'hypothèse que ça permettait de comprendre les dynamiques électorales. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de la tambouille ou des problèmes techniques ou méthodologiques, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec des techniques assez récentes d'analyse spatiale des données, on a pu prendre les données qui étaient dans la couche d'information ou le calque des iris, des données de la statistique publique, et on a pu les ventiler, les répartir en faisant des intersections de polygones dans la trame des bureaux de vote. Donc je rentre pas dans cette tambouille-là parce que ça va pas trop vous intéresser, mais l'important c'est le résultat, c'est que à la même échelle, on dispose d'un côté des données électorales sur plusieurs types de scrutins, notamment les présidentielles 2007, les municipales 2008, les européennes 2009 et les régionales de 2010, donc des scrutins de nature différente, et on a les législatives aussi. Donc on a sur le cycle électoral, on va dire 2007-2010, on a toutes les natures de scrutin et on a aussi les données du référendum sur le TCE, le traité constitutionnel européen de 2005, mais il y a eu des changements de trame de bureau de vote. Enfin bref, on a des données sur des scrutins de nature différente d'un côté, et dans la même trame géographique, donc directement comparable, on a aussi des informations sur les catégories sociales, les tranches d'âge, les niveaux de revenus des habitants. Ça, c'était la deuxième étape. La troisième étape de ce projet, c'était l'analyse scientifique, on va dire. Donc on fait des choses là-dessus. On est encore en train de travailler sur cette base. D'une part parce qu'on a pris beaucoup de retard sur les aspects techniques et d'autre part parce qu'on n'est pas très nombreux. Et la quatrième étape, mais on a enclenché la quatrième étape finalement rapidement, c'était la mise à disposition de cette base de données à l'échelle d'abord de la communauté des enseignants et chercheurs en SHS, en sciences humaines et sociales, mais aussi de tout citoyen qui serait intéressé à ça. Alors, on a utilisé pour rendre accessible ce projet comme plateforme de valorisation. Je mets de côté les aspects strictement universitaires, académiques, les publications dans des revues de chercheurs qui n'intéressent essentiellement que des chercheurs, même si c'est important pour nous de publier dedans, faut pas trop caricaturer, mais bon quand même. Pour me concentrer sur des éléments de valorisation qu'on va qualifier de grand public ou de grand public éclairé entre guillemets. Alors première chose, alors je ne sais pas si ça va marcher, j'ai prévu un lien normalement là-dedans qui a l'air de fonctionner, très bien. Premier élément de valorisation, ce site qui s'appelle www.cartelec.net qui présente le projet. Alors ce que je viens de vous présenter sur le projet, c'est résumé ici. Alors on a les publications des membres du projet. Moi ce que je vais vous montrer essentiellement ici, c'est des cartes qu'on a déjà réalisées. Donc vous voyez qu'il y a une première possibilité quand on est sur la page d'accueil. Donc on a réalisé, il y a un atlas interactif que je vais vous présenter ensuite, mais on a voulu, avec cette page d'accueil, on peut cliquer sur une ville. Par exemple, ici, je vais cliquer au hasard sur Nantes. Et quand on clique sur la ville de Nantes, on a déjà des cartes qui sont réalisées sur un certain nombre d'indicateurs. Par exemple, ici, on va cliquer sur celle-là, le rapport de force entre PS et écologistes, tiens, voilà un sujet intéressant, aux européennes de 2009 à l'échelle intra-urbaine. Donc, on découvre l'intérêt avec une carte comme ça, je vais vous montrer un petit peu plus en détail. On a la ville de Nantes, on a ses principaux axes de communication, on a laissé des éléments qu'on appelle d'habillage pour qu'on se repère un petit peu, les repères visuels que sont par exemple la Loire et l'Erdre. Et on prend d'abord conscience de la finesse de l'échelle géographique des bureaux de vote, qui est quelque chose qui est très fin, et puis des contrastes électoraux importants qui existent à cette échelle. Bref, ici, sur cette carte, plus on va vers le vert, plus le rapport de force est favorable aux écologistes, plus on va vers le rouge, les teintes rouges, plus le rapport de force était favorable au PS. Tout en rappelant que cette conjoncture électorale des européennes 2009 est un moment particulier, notamment pour Europe Écologie, que si on faisait la même carte à partir des résultats de la présidentielle 2007 ou 2012, le rapport de force serait bien différent. Mais c'est bon, c'est pas cette thématique-là qui m'intéresse moi ici. C'est pour vous présenter plus rapidement ce site sur lequel je vous invite donc à naviguer et puis à développer vos propres centres d'intérêt. Par exemple, on a des choses sur l'évolution de la droite, le total gauche, voilà des cartes peut-être plus classiques, les régionales de 2010, sur le rapport gauche-droite, où on retrouve un certain nombre de contrastes bien connus des habitants de la ville de Nantes, notamment l'importance de ce bastion des quartiers, qu'on peut appeler des beaux quartiers nantais, de sa population et de ses catégories sociales bourgeoises et aisées, et ici de vote à droite élevé.
Donc je m'attarde pas trop sur ces aspects thématiques, on pourrait y revenir plus finement. Donc premier outil qu'on offre aux gens qui s'intéressent à ces questions, ce site internet avec des cartes déjà faites. Et puis on a un deuxième outil qui est un atlas socio-électoral en ligne qui utilise cette fois-ci le logiciel Geoclip, donc qui est un logiciel peut-être que certains ou certaines d'entre vous connaissent déjà. Donc Geoclip, c'est le logiciel, on va dire, qu'on a utilisé, et on utilise Geoclip pour coupler à notre base de données, pour laisser les gens créer eux-mêmes leurs cartes, choisir leurs variables, choisir leur niveau de zoom, les zones auxquelles ils s'intéressent, etc. Alors, est-ce que ça va marcher ? Ça met un petit peu de temps à charger, mais je crois que c'est normal. Voilà, alors en fait, à l'intérieur de Geoclip, on trouve l'atlas socio-électoral Cartelec qui représente rapidement le projet. Et puis, je vais vous montrer, faire une petite démonstration, mais alors très rapide, parce que le temps d'affichage était déjà long sur mon ordinateur à l'université, et je pense que c'est un pire ici. Si par exemple, on s'intéresse... Voilà, donc on a la carte de France qui apparaît. Vous voyez que c'est quelque chose qui est assez intuitif. On peut cliquer ici sur le zoom. Voilà, donc là, la variable qui est mise en démonstration, c'est le taux d'abstention donc sur les électeurs inscrits au premier tour de l'élection présidentielle de 2007. Donc là, j'ai activé le petit zoom. Je vais aller sur Nantes. Vous voyez que ça se met à jour en temps réel, et alors que jusqu'à la réalisation de ce projet, il y avait dans Cartelec déjà, il y avait dans Geoclip déjà les données électorales comme produit d'appel. C'est des données qui sont des données publiques du ministère de l'Intérieur. Là, en fait, on a ajouté avec eux, contre une fourniture du logiciel à un prix défiant toute concurrence, on a ajouté cette couche d'informations sur intra-urbaine. Et donc, on voit qu'on peut zoomer sur Nantes. On voit qu'on peut encore zoomer. Et en fait, l'utilisateur peut librement choisir la zone sur laquelle il travaille. Donc là, on est à l'échelle vraiment intra-urbaine dans Nantes. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement l'utilisateur peut choisir les couleurs, la variable à laquelle il s'intéresse, mais peut aussi, vous voyez, dans Options, choisir les classes et en fait réaliser lui-même ses classes. Alors par exemple, on veut mettre plus de catégories. Par exemple, on veut en mettre 9. Et on veut mettre ça en rouge. Voilà. On peut choisir la manière de distribuer. Vous voyez qu'on peut, même pour les anciens géographes ou les géographes de cœur dans la salle, on peut adapter les classes en direct sur la carte. Bref, c'est un outil qui est extrêmement puissant. On peut penser que ça relève du gadget, mais moi je pense que c'est un outil citoyen qui est intéressant, parce que ça montre qu'une carte, elle peut être largement manipulée, et on peut lui faire dire un petit peu ce qu'on veut, si je tire un petit peu fort là-dessus. Donc cet outil citoyen, ça permet à chaque personne, alors il faut quand même être en capacité de conduire l'analyse, mais ça permet aussi aux chercheurs, mais aux journalistes par exemple qui voudraient travailler là-dessus, d'adapter par exemple les classes sur plusieurs périodes, ou à sa problématique, ou aux questions qui l'intéressent. Bref, ça laisse l'utilisateur libre de se faire son idée avec son organisation et son petit traitement des données. Donc en ce sens-là, ça nous paraît un outil citoyen intéressant. Alors voilà, est-ce que vous avez on peut peut-être, je sais pas comment on fait un temps de questions à la fin. D'accord. Alors, je voudrais juste fermer ça, ça doit être là. Tac, voilà. Et puis donc donc ça c'est l'atlas Geoclip que je viens de vous présenter. Et puis on trouve un petit onglet téléchargement où on s'aperçoit qu'on peut librement télécharger ce dossier. Alors il faut remplir un petit formulaire pour expliquant pourquoi on veut se servir des données, mais c'est à titre informatif pour nous, pour savoir un petit peu quels sont les usages qui seront faits de ces jeux de données. Est-ce que c'est un usage personnel? Est-ce que c'est un journaliste? Est-ce que c'est le militant d'un parti politique ou qui s'y intéresse? Ou est-ce que c'est des universitaires? Bref, on peut télécharger ces données. Voilà pour le projet en lui-même. Alors maintenant, je vais essayer de vous présenter dans une dernière partie. Je crois qu'il me reste peut-être 10 minutes, un quart d'heure. Quelques résultats. Qu'est-ce que ça donne quand on essaye de travailler là-dessus? Alors d'abord, je ne vais pas prendre un exemple nantais. Je vais prendre un exemple que la plupart d'entre vous connaissent probablement, qui est l'exemple de Paris et sa petite couronne. Donc Paris et les 3 départements limitrophes. Sur laquelle, alors je ne vais pas vous présenter en détail le résultat, mais c'est pour vous montrer quel type de choses on peut faire avec ça.
Là, on a utilisé les 3300 bureaux de vote de la Petite Couronne. Donc on passe d'une centaine de communes à 3300 bureaux de vote sur la zone urbaine française la plus dense. Donc on voit que la plus-value entre guillemets scientifique qui est apportée à ce projet, par cette échelle d'analyse et sa finesse, elle est relativement importante. Donc là, on a pris ce qui est intéressant, c'est qu'on a pris uniquement comme variable pour construire cette carte, qui est une typologie multivariée, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, uniquement les résultats électoraux par bureau de vote du premier tour de la présidentielle 2007. Donc on a pris en calculant les pourcentages sur les inscrits, ce qui permet de prendre en compte l'abstention pleinement comme un comportement électoral qui est tout aussi digne d'analyse et tout aussi légitime que tout autre type de vote. Donc on a le pourcentage chaque bureau de vote est décrit par son pourcentage d'abstention, son pourcentage de vote blanc et nul, son pourcentage de vote pour les différents candidats. Et donc on a produit une carte de synthèse, enfin une carte qui est décrite plus largement dans l'article que vous avez en lien ici, qui est un article qui est accessible en lien sur la revue Métropolitique, une revue sur les questions urbaines et politiques. Et donc, ce que je trouve assez formidable, c'est que même sans être un grand spécialiste de Paris, on voit que seulement en introduisant comme variable dans l'analyse des variables électorales, on retombe sur une carte, et notamment la fameuse opposition Est-Ouest, qui est un grand clivage de la zone parisienne, on arrive à faire en fait une géographie sociale, une géographie des inégalités sociales dans Paris et sa périphérie proche. Si on regarde un petit peu dans le détail, ce type A1 là, qui est ce que les sociologues Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot appellent les beaux quartiers de l'Ouest parisien, donc dans le 8e, 16e et puis dans leur prolongement géographique et sociologique de Neuilly-sur-Seine. Par quoi est caractérisé ce profil, si ce n'est le fait que ce soit un quartier très largement approprié par les classes supérieures et certaines fractions de la bourgeoisie en France, eh bien, c'est avant tout une surreprésentation, c'est-à-dire le fait qu'on ait beaucoup plus que la moyenne des votes à droite extrêmement et notamment portés vers Nicolas Sarkozy, extrêmement puissants, 59% des inscrits dès le premier tour de scrutin en moyenne, donc 59% des inscrits au premier tour, donc ça donne la mesure de cette puissance ici. Bref, on retrouve les zones d'implantation des professions intermédiaires, ce qu'on appelle le front de gentrification ou d'embourgeoisement dans l'espace parisien. Et on retrouve aussi le prolongement géographique et sociologique qui est une partie des Hauts-de-Seine ici, où, à l'inverse, on retrouve au nord, en Seine-Saint-Denis, la plupart des quartiers d'habitat social qui concentrent les populations les plus paupérisées et qui sont avant tout définis par des niveaux d'abstention beaucoup plus élevés qu'ailleurs. On dit beaucoup de choses sur les comportements électoraux supposés des classes populaires. Le premier comportement électoral des classes populaires, c'est les formes de retrait du jeu électoral, c'est-à-dire c'est l'abstention. Et on sait par ailleurs que l'abstention se joue très largement dans la qualité de l'inscription sur les listes électorales. Donc si on regarde, quand on dit quand on entend parfois plein de choses sur ce que voteraient les habitants des quartiers les plus populaires, il faut avant tout rappeler que c'est l'inscription sur les listes électorales qui est d'abord plus faible qu'ailleurs, c'est ensuite la participation électorale qui est plus faible qu'ailleurs, et que cette participation électorale, elle est d'autant plus faible qu'on est dans un scrutin de ce qu'on appelle de faible intensité. Par exemple, la présidentielle de 2002, c'est un scrutin de faible intensité, ou alors plus récemment, les régionales ou les européennes. Bref, moins on vote, moins dans ces quartiers populaires, on va voter. Moins on vote en général, moins on va voter dans ces quartiers populaires, parce que quand on est à l'inverse dans un scrutin dit de haute intensité, comme la présidentielle de 2007 ou celle de 2012, qui cristallise pas mal de choses dans la société, eh bien, il y a ce qu'on appelle je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a ce qu'on appelle des effets d'entraînement. Il y a une actualité, il y a des discussions, il y a un traitement journalistique qui font que tout cet emballement, ça permet de limiter les effets des dispositions individuelles, c'est-à-dire de ce qu'on pourrait faire ou pas faire en fonction de sa propre position. Enfin, je rentre pas dans le détail là-dessus parce que c'est un peu technique. Alors voilà ce qu'on peut faire sur le terrain parisien. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire sur des terrains plus locaux et plus nantais, puisqu'on est ici à Nantes. Alors d'abord dire que le terrain nantais, c'est un terrain qui a déjà été défriché. Ce projet, il est très novateur à l'échelle nationale. Je vais y revenir, il l'est un peu moins à l'échelle locale. Il a déjà été défriché. Alors ici, j'ai repris une vieille carte qui est issue d'un ouvrage d'André Siegfried qui date de 1913. Donc on a fêté l'année dernière le centenaire de la parution de cet ouvrage qui est considéré comme le moment fondateur de la géographie, mais aussi de la sociologie électorale française, où déjà en 1913, Nantes et ses périphéries immédiates apparaissent comme des communes ayant habituellement donné une majorité à la gauche dans un environnement départemental clairement marqué à droite. Mais si ce terrain a déjà été défriché autour de Caen, c'est grâce aussi à l'analyse pionnière de Daniel Rapetti, qui est
caché là-bas dans la salle, et qui me fait le plaisir d'être là, qui a été une des premières en France à travailler à cette échelle géographique extrêmement fine des bureaux de vote, et son travail, qui couvre la période 1945-73. On a ici une typologie des bureaux de vote qui est extrait de l'ouvrage qui s'appelle Vote et société dans la région nantaise, qui est paru en 1985, je crois, si je dis pas de bêtises. Bref, on s'aperçoit déjà que la zone que je montrais tout à l'heure du centre-ouest, où on retrouvait des votes à droite beaucoup plus élevés qu'ailleurs, on s'aperçoit que on a ici force conservatrice dominante, tendance affirmée de longue date, en toutes circonstances, vive hostilité à la gauche. Donc cette zone-là, c'est une zone qui est ancienne. Alors il y a eu beaucoup de changements depuis à l'intérieur de Nantes, mais ce qui est intéressant pour nous, avec des collègues de l'Institut de géographie, quand on commence à travailler sur Nantes, c'est qu'on a la chance à Nantes de pouvoir bénéficier de ce point de référence ancien que constituent les travaux de Daniel Rapetti. Et ça, c'est une vraie richesse pour analyser le changement social à l'échelle intra-urbaine de manière fine dans les villes. Donc merci à Daniel Rapetti pour tout ce qu'elle a fait avant, parce que on pourrait travailler et faire le même travail dans d'autres villes, mais comme c'est vraiment une spécificité nantaise que de pouvoir bénéficier de ce travail-là important, eh bien on peut pas le faire ailleurs. Alors, je vais vous présenter 2 ou 3 choses. On va rentrer dans des trucs un peu statistiques. Si jamais vous comprenez rien du tout à ce que je raconte, il faut me faire des grands signes. Vous allez me dire, c'est là que c'est difficile en fait de présenter. J'ai présenté l'état d'esprit du projet. Je vais essayer de vous présenter quelques éléments qu'on peut en dire. Alors ça va être plutôt une analyse quantitative. Alors rassurez-vous, ça va être facile à comprendre. Alors, je vais vous montrer des tableaux. Je vais m'attarder sur les zones que j'ai encadrées en bleu. D'accord ? Ici, donc, on est l'échelle d'analyse, c'est les 450 bureaux de vote des communes de Nantes Métropole. Je vais vous montrer différents types d'indicateurs sociaux, par exemple le pourcentage de moins de 18 ans, le pourcentage de 18-24, etc. De l'autre côté du tableau, on a toute une série de choix électoraux, donc l'abstention, voter pour l'extrême gauche, pour le front de gauche, pour le PS, pour Europe Écologie, le MoDem, l'UMP ou les divers à droite et le FN. À l'intérieur de la case, il y a un indicateur qui s'appelle le coefficient de corrélation, qui est celui-là que je vais vous présenter. Alors, c'est pas compliqué, les valeurs, elles varient entre -1 et 1. Plus la valeur va se rapprocher de 1 ou de -1, plus la relation entre les deux variables est forte. Alors, vous me dites si vous me suivez pas. J'ai voulu quand même essayer de présenter des choses là-dessus. Ça me paraît pas trop difficile à comprendre. Il y a 2 choses à savoir. D'abord, quel est le signe de la corrélation ? S'il y a un signe plus, par exemple 0,35, il y a un signe moins en dessous, par exemple moins 0,33. S'il y a un signe plus, ça veut dire que dans un bureau de vote ou en tendance, plus il y a d'habitants de 18 à 24 ans, plus on observe aussi de l'abstention élevée. S'il y a un signe moins, ça veut dire l'inverse. Par exemple, la case du dessous. Plus il y a d'habitants de 25 à 39 ans qui vivent dans les quartiers, moins il y a de l'abstention. Donc, 2 choses à regarder pour comprendre les petits tableaux que je vais faire défiler. D'abord, le signe. Si c'est un signe positif, plus il y a d'une chose, plus il y a de tel vote. Si c'est un signe négatif, plus il y a d'une chose, moins le vote en question de la case est important. Première chose, le signe. Et deuxième chose, la valeur de ce coefficient. Plus il se rapproche de 1, ou à l'inverse, plus il se rapproche de -1 pour ce qu'on appelle les corrélations négatives, plus la relation est forte. Donc, on va se donner voilà. Vous me suivez à peu près ? Vous allez voir quand je vais interpréter, ça va aller. Alors, par exemple, ici, on va se dire que 0,35, par exemple, c'est pas super. On va se dire que on va vraiment s'intéresser quand ça commence à être 0,5, 0,6, 0,7. C'est vraiment là-dessus que je vais m'attarder. Parce que, alors, vous n'êtes pas spécialiste de ça, mais dans le domaine des sciences sociales, quand on a des corrélations statistiques comme ça qui montent à 0,5, 0,6, 0,7, voire parfois 0,8, c'est très très élevé entre des phénomènes sociaux. Alors, qu'est-ce que ça permet de dire ça ? Ça permet de dire, alors, une petite précaution par contre importante, parce que c'est un vieux débat dans les gens qui travaillent sur les données électorales, mais qui est essentiel. C'est pas parce ce que je vais pouvoir dire avec ça, je vais pouvoir dire que plus dans les quartiers il y a d'habitants de 18 à 24 ans, plus il y a l'abstention. Mais en aucun cas, ça ne me permet de dire, les gens qui ont entre 18 et 24 ans s'abstiennent plus. Vous voyez la différence ? Les constatations que je vais faire, c'est des constatations qui sont menées à l'échelle de quartier. D'accord ? Donc on peut dire qu'en tendance, plus on est dans des quartiers, par exemple, où il y a des habitants d'une catégorie sociale, plus on observe aussi dans ces quartiers le vote X. Mais ça ne veut pas dire que les habitants de cette catégorie-là votent pour X. Alors, c'est une différence un peu théorique. Cela dit, faut pas non plus exagérer. Quand à une échelle extrêmement fine, sur plusieurs centaines de bureaux de vote, on mesure des corrélations de l'ordre de 0,7 ou de 0,8, bon, ça veut quand même dire qu'il y a quelque chose. Mais c'est important d'être prudent là-dessus parce que c'est un glissement d'interprétation qui a été souvent reproché aux géographes et dans lequel je ne voudrais pas tomber.
Je ferme ces parenthèses méthodologiques pour dire quelques éléments. En fait, on retrouve ici dans le Nantes Métropole, à l'échelle des bureaux de vote, on retrouve des grands contrastes qu'on retrouve dans la sociologie électorale ou la géographie électorale en général. On voit que par exemple, plus on a d'habitants les plus jeunes, qui sont aussi les plus mobiles, pour lesquels qui sont pas forcément inscrits sur le lieu de résidence de leurs parents, qui partent faire leurs études parfois dans un lieu différent de leur lieu d'inscription, plus on a d'abstention. À l'inverse, plus on a la présence de populations âgées, c'est très net avec les plus de 80 ans, plus on a une tendance à observer des votes pour la droite. Mais les corrélations ici sont pas très élevées sur les tranches d'âge. Celles avec les diplômes vont déjà nous permettre de monter un petit peu en puissance parce qu'on voit que les chiffres augmentent. On s'aperçoit qu'on a un bloc assez net, que plus on a des diplômés de niveau Bac plus 2 dans les quartiers urbains, ou plus on a même de diplômés de niveau supérieur à Bac plus 2, plus on a tendance à enregistrer des votes élevés pour Europe Écologie, le MoDem et l'UMP. On va dire le centre et centre droit. Alors, bon, c'est le contexte de la présidentielle, donc c'est discutable. C'est aussi intéressant de regarder ce qui se passe avec les catégories socio-professionnelles, qui sont un peu la variable qu'on a tous envie de connaître. On s'aperçoit que plus dans les quartiers de Nantes Métropole, on a des proportions élevées de cadres, de professions intellectuelles supérieures et de professions intermédiaires, c'est-à-dire la moitié haute de ce qu'on appelle la stratification sociale, de l'échelle sociale, plus on a de classes moyennes supérieures et supérieures, on va dire, dans les bureaux de vote, plus on observe aussi des votes élevés pour Europe Écologie, le MoDem, mais surtout l'UMP. Donc en l'occurrence Nicolas Sarkozy. Alors, il y a d'autres travaux que j'ai faits sur Paris qui montrent qu'il faudrait pouvoir introduire des distinctions importantes, notamment la distinction public-privé, qui est une distinction essentielle quand on analyse les votes, et qu'entre cadre du public et cadre du privé, il y a des césures très importantes sur le rapport entre le vote à gauche et le vote à droite. Le problème, c'est que les données du recensement, du nouveau recensement de l'INSEE, elles ont un niveau de fiabilité à l'échelle intra-urbaine qu'on pourrait discuter. Je ne sais pas si vous savez comment sont faits les nouveaux recensements de l'INSEE, mais c'est plus un recensement en continu comme avant, c'est un échantillonnage de seulement une partie du parc de logement sur 5 ans. Et donc, quand on est dans des petits quartiers comme les Iris qui ont un nombre réduit d'habitants, mettons 2000 habitants pour un Iris, mettons qu'il n'y ait plus que 1200 actifs. Sur les 1200 actifs, il n'y en a que 40% qui sont sondés, donc on n'a plus que 500 personnes. Et sur ces 500 personnes, on les divise déjà en 8 CSP, qui sont évidemment catégories socio-professionnelles, qui ne sont pas réparties de manière regroupée. Donc si on passe à 24, vous voyez que la rigueur statistique nous impose d'être prudent. On peut avoir envie, en termes d'analyse, d'aller plus loin en termes de catégories d'analyse, d'avoir les cadres du public, du privé, mais aussi les gros indépendants, les petits indépendants. Mais bon, c'est difficile. Je ferme la parenthèse pour dire aussi que, au niveau, par contre, ici, des présents, plus on a de population de présence de classe populaire, notamment d'ouvriers, mais aussi de chômeurs, plus on a de l'abstention qui est élevée. Vous voyez, 0,27, mais 0,71 comme corrélation entre la présence des chômeurs et l'abstention. Signe que, et quand on a travaillé avec des indicateurs de précarité, notamment des indicateurs de pourcentage d'allocataires RSA, du niveau des 10% de revenus, des 10% les plus pauvres de chaque quartier, on voit vraiment que le premier indicateur, les premiers comportements électoraux qui ressortent quand on s'intéresse aux variables comme indicateurs de la précarité, enfin de l'abstention, c'est les indicateurs de précarité. Donc on s'aperçoit qu'ici, plus on a de présence d'ouvriers, plus on a d'abstention, mais aussi de vote blanc et nul, mais aussi de vote à l'extrême gauche, pour la gauche de la gauche, et pour le Parti Socialiste, mais aussi pour le Front National. Surtout, même si, bon, il y a la question de l'échelle d'analyse. De la même manière, quand on regarde un petit peu les statuts des emplois, les catégories sociales, ça nous dit des choses, mais dans un contexte de transformation et notamment de précarisation du régime de salariat qu'on connaît depuis une quinzaine d'années, le statut du contrat de travail, il y a un élément intéressant. Donc on s'aperçoit ici que du côté du bloc des stables, on va dire, on a plutôt des soutiens à la gauche et au PS. Du côté des indépendants, des employeurs, bref, des travailleurs indépendants, on a plutôt des courants favorables à la droite. Et du côté des salariés précaires, enfin de la part des salariés précaires dans les quartiers, les salariés qui sont en CDD, en intérim ou en stage, on voit que c'est surtout l'abstention qui ressort. Donc on voit qu'à travers ce jeu de données, donc on peut faire pareil avec des indicateurs de stabilité géographique. On voit ici que plus on a dans des quartiers des ménages qui sont arrivés récemment, en l'occurrence depuis moins de 5 ans, ici plus on a des votes pour Europe Écologie. À l'inverse, plus on a des ménages stables et qui ne vivent peut-être pas fort, dont on peut peut-être faire l'hypothèse qu'une partie d'entre eux ne vit pas forcément très bien localement sa stabilité, plus ici on a des votes pour le Front National qui sont élevés. Enfin, le statut d'occupation du logement, on voit que plus on a des propriétaires dans les quartiers, plus ça vote à droite. Plus on a des locataires du parc privé, plus ça vote pour Europe Écologie ici. Plus on a des locataires du parc public, plus on a une abstention élevée. Donc vous voyez que ce qui est intéressant, c'est qu'en partant de ce jeu de données
qui est un jeu de données qui porte sur Nantes Métropole, on arrive à dresser un certain nombre de constats ou d'éléments d'analyse qui rejoignent et qui contribuent à renforcer certaines connaissances qu'on peut avoir même au niveau national. 5 minutes peut-être pour finir. Est-ce que en termes de, je me rends pas bien compte, j'essaye de regarder pour voir si vous n'avez pas trop des mines déconfites. Ça vous paraît clair ce que je raconte? C'est trop compliqué? C'est pas? Ça va? Bon, n'hésitez pas à me faire signe si ça va pas. Jusqu'ici, ça va bien. Alors, on va aller un petit peu plus loin alors dans la complexité de l'analyse. Ici, j'ai essayé de dessiner, grâce à un logiciel statistique, c'est lui qui l'a fait, ce qu'on peut appeler l'espace électoral de Nantes Métropole. Alors, ici, c'est un espace d'une analyse quantitative. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est pareil. Plutôt que de faire des corrélations 2 à 2, de regarder d'un côté les pourcentages de cadres, d'un côté les pourcentages de niveau de diplôme, ensuite les tranches d'âge. On sait que par exemple, il y a des relations très fortes entre revenus, niveau de diplôme et catégorie socio-professionnelle, et probablement statut d'occupation du logement. Bref, plutôt que de prendre les indicateurs un par un, on peut essayer de faire ce qu'on appelle une analyse multivariée, c'est-à-dire on met tous les indicateurs sociaux dans le même paquet, on va dire. Ici, plutôt que de prendre les votes un par un, j'ai mis tous les votes ensemble pour voir ce que ça donne. Alors, dans ce qu'on appelle cet espace, vous voyez que ici, on va avoir les modalités de variables qui apparaissent. Je vais lâcher mon micro, mais je pense que vous m'entendez bien comme ça en fait. Ici, on va avoir le vote pour le MODEM et le vote pour l'UMP. De l'autre côté, ce premier axe, il oppose d'un côté les gens qui votent, c'est un espace abstrait, d'accord. Donc d'un côté, on a ici les votes à droite, de l'autre côté, on a la modalité de variable front de gauche, Parti socialiste extrême gauche. Donc en gros, ça oppose les droites, en tout cas les droites parlementaires, aux gauches. Et on a un deuxième axe qui permet d'expliquer un certain pourcentage de la base de données, mais je ne vais pas rentrer dans ces détails techniques-là. Et de l'autre côté, on a ce que j'ai appelé un centre de l'espace politique ici, parce que notamment on a la modalité Europe Écologie, à des formes de périphérie de l'espace politique, notamment le vote blanc et nul et l'extrême droite. Et puis j'ai ajouté donc ça c'était les variables qui ont participé à créer cet espace-là, en rouge. Et en bleu, j'ai ajouté les variables sur les catégories sociales des habitants. Donc on s'aperçoit que ça confirme ce qu'on disait tout à l'heure, en permettant d'avoir une vision un petit peu plus complexe, parce qu'on s'aperçoit que par exemple, c'est du côté de MODEM et vote pour l'UMP qu'on retrouve la présence des cadres et des professions intellectuelles supérieures. Inversement, de l'autre côté, c'est du côté de l'abstention qu'on retrouve la modalité de variable chômeur. En fait, ce qu'il faut imaginer, du côté de employés ouvriers, qu'on retrouve l'extrême gauche, ou les votes à gauche ici. Bref, vous voyez que ce qui est intéressant, c'est qu'on ne les voit pas, mais ici, derrière tout ça, il y a 400 petits points qui sont les bureaux de vote. On ne les fait pas apparaître, mais c'est les caractéristiques de chacun des bureaux de vote qui permettent de créer ces variables-là. Alors, quand on est en géographie, ce qui nous a intéressé, c'est qu'il faut imaginer que là, il y a les petits bureaux de vote de droite, très à droite, qui sont là, par exemple. On pourrait mettre plein de petits points. Alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, on peut représenter la position des bureaux de vote sur ces deux axes-là. Pour imaginer, lire ce qu'on appelle en fait les coordonnées du petit point bureau de vote qui serait là, ici. Qu'est-ce que ça donne très simplement? Quand on bascule en termes de géographie, vous voyez qu'ici, je vous ai présenté une carte. Donc ici, c'est Nantes Métropole, à l'échelle des bureaux de vote. Alors j'aurais dû mettre, mais j'ai eu un problème. La zone Nantes est ici, en fait. D'accord. Ici, alors Sautron est étant tout bleu, comme le dit bien Jean Renard. Donc sur cette carte-là, plus on est dans le bleu, plus on est vers cette zone-là, sur la carte, et plus on va être dans le rouge, plus on sera par là. Donc ça permet en fait d'avoir une vision synthétique des grands contrastes, des grands clivages du paysage électoral de Nantes Métropole. Donc on voit bien Sautron, effectivement, mais on voit bien aussi ce centre-ouest, toute la zone autour de Moncelet, Procès, du centre-ouest de Nantes. Donc je ne suis pas encore un grand spécialiste, hein. J'ai été recruté il y a 3 ans à Nantes et j'y vis depuis peu, donc je ne suis pas encore un grand connaisseur du terrain nantais. Mais on y observe aussi un certain nombre de quartiers populaires, ici autour de Nantes Nord, de Chêne des Anglais, ou des Landes. On y observe aussi des quartiers populaires ici de Nantes Ouest, ou un petit peu plus ici. Donc ça c'est la carte sur cet axe-là. Plus on est bleu, plus on est rouge. Ici je vais faire une deuxième carte. Ce sera plus on va vers le orange, plus on est vers là, et plus on va vers le vert, plus on est là. Donc on observe la position des bureaux de vote ici. Ce qui est intéressant, c'est que là, ça permet de mettre en évidence un très fort modèle qui oppose le centre de Nantes à ses périphéries. Alors, on voit que plus on est dans le centre, plus on a des proportions importantes de vote ici pour Europe Écologie, en l'occurrence pour Eva Joly, puisqu'on est à la présidentielle 2007, plus on est dans ces périphéries, mais en particulier les périphéries sud, plus on a affaire à des votes pour l'extrême droite, mais aussi des suffrages blancs et nuls
important. Alors, c'est un peu compliqué en termes de statistiques, mais ce qui me semble intéressant, c'est que ça permet de résumer en seulement quelques cartes ce qu'on pourrait présenter avec une collection d'une dizaine de cartes et qui est moins intéressant. Alors, j'ai des dernières choses sur Nantes par rapport aux villes françaises. Donc ça, c'est ce que je voulais présenter de Nantes au niveau interne. Qu'est-ce qu'on peut dire des clivages intramétropolitains? Mais comme cette base de données, elle couvre en fait l'ensemble des grandes villes françaises, ça peut être intéressant aussi de regarder comment est-ce que les bureaux de vote de la ville de Nantes se positionnent ou quelles sont leurs caractéristiques ou leurs spécificités par rapport aux bureaux de vote des autres grandes villes françaises de même taille. Je vais vous présenter quelques éléments ici, mais c'est un travail qui est en cours avec les chercheurs en sciences politiques. Alors ici, c'est le même principe que ce que je viens de vous montrer, mais au lieu de mettre seulement dans la machine les 400 bureaux de vote de Nantes Métropole, ici il y a les 2900 bureaux de vote de toutes les villes françaises de plus de 100 000 habitants. Et on est toujours au premier tour de la présidentielle. Alors, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on retrouve ici le vote pour Sarkozy et pour De Villiers ici, donc on a ici les droites, et là on retrouve Besancenot, Laguillet, Beauvais, Royal, donc on a ici les gauches. Et ce qui est intéressant, c'est que de l'autre côté, on retrouve encore ce système de structuration de cet espace des grandes villes françaises avec là le vote Le Pen et là l'abstention. Et ici, les centres, entre guillemets, de l'espace électoral. C'est vraiment intéressant, je trouve, parce qu'on voit qu'on a ici Sarkozy. Là, on se rapproche du centre, on a Bayrou. Et entre Bayrou et Royal, on a Voynet. Donc c'est intéressant parce que cette vision schématique, elle nous donne un peu la structuration de l'espace politique ou de l'espace électoral français, en tout cas celui des grandes villes. Si on travaillait à l'échelle des mondes ruraux ou des espaces périurbains, ça changerait un peu la donne. Là, on travaille sur les villes. Et donc, là, donc, même principe, j'ai rajouté en bleu les catégories socio-professionnelles. Donc vous voyez que du côté de Sarkozy, ici, on a agriculteurs, artisans, commerçants, chefs d'entreprise. Enfin, la présence d'agriculteurs, artisans, commerçants, chefs d'entreprise, il ne faut pas l'oublier. Ici, on a les cadres. Et ici, par exemple, 5 c'est employés, 6 c'est ouvriers. Et puis, ce que j'ai fait par rapport à tout à l'heure, c'est que, le logiciel a fait, c'est qu'on peut aussi rajouter les villes. Alors ça, c'est intéressant. Vous voyez que ici, on a la ville de Nantes et la ville de Rennes qui apparaissent ici, près des modalités de variables étudiants et professions intermédiaires, parce qu'il y a un certain nombre de spécialisations régionales. On a par exemple Marseille et Nice qui se retrouvent pas très loin de pré-retraités, vote Le Pen. C'est des catégories qui font à peu près sens en termes d'analyse. Et on a les deux villes qui sont tout en haut de ce qu'on appelle la hiérarchie urbaine, Paris et Lyon, qui se retrouvent au plus près de cadres et professions intermédiaires. Parce que, comme ces villes sont les plus grandes de l'espace français, elles concentrent un certain nombre de fonctions métropolitaines, un certain nombre d'emplois, et ça fait que ces villes, elles sont en partie spécifiques. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que par rapport à cette douzaine de grandes villes françaises, Nantes, Rennes ou Toulouse, alors je ne rentre pas dans le détail, mais comme les petits points sont près du centre de gravité, ça veut dire que l'analyse n'est pas super pour ces villes-là. Je ne rentre pas dans le détail, mais on s'aperçoit que Lille, Nantes, Montpellier, Rennes, Toulouse apparaissent comme des villes plutôt marquées par les votes Beauvais, Royal, Voynet, une présence d'étudiants importante, alors que les villes comme Nice ou Marseille, ou les villes comme Paris, Lyon, Bordeaux, apparaissent plus spécialisées. En fait, on peut faire plein de choses à partir de ça, mais je ne vais pas rentrer trop dans le détail là-dessus, parce que ça me paraîtrait un petit peu compliqué, mais je vais plutôt m'arrêter là, et puis laisser un petit temps de discussion, en espérant que j'aurai été à peu près clair. Voilà, merci. Merci, oui, on peut... Voilà, alors le micro est ouvert, enfin il va se balader, donc n'hésitez pas, levez la main et lancez-vous. Alors, une question de géographe. Je voudrais remercier Jean Rivière pour son remarquable exposé qui montre que les techniques modernes ont bouleversé en quelque sorte les possibilités d'analyse sans faire ancien combattant. Lorsque j'ai fait ma thèse en 58 et 65, il fallait tout faire à la main et on n'avait aucune cartographie automatique ni rien. Ceci dit, bon, je passe là-dessus. J'espère que les candidats aux municipales ont des représentants dans la salle parce qu'ils auront appris beaucoup de choses. On le vendait cher aux candidats aux élections. Alors moi, je suis un chercheur indépendant. Je tiens, mon indépendance n'a pas de prix. Henri. Oui, Henri Favre. Quelle est la part de non-inscrits dans le... Est-ce qu'on peut l'appréhender en non-inscrits par la loi, parce qu'il y a un certain nombre qui sont exclus par la loi, et les non-inscrits volontaires. Alors
C'est une très bonne question. Là, j'ai travaillé sur le pourcentage, j'ai calculé tous ces résultats sur le pourcentage d'électeurs inscrits. Alors, dans l'idéal, il faudrait travailler sur le pourcentage de vote par rapport à ce qu'on pourrait appeler la population électorale potentielle. C'est-à-dire l'ensemble des ressortissants de nationalité française, de 18 ans et plus, qui ne sont pas déchus de leurs droits civiques. Le fait d'être déchu de ses droits civiques, entre parenthèses, il y a des travaux dans les années 90 de sociologues et de démographes qui ont montré que c'est pas si anodin que ça. Quand on appartient à des milieux populaires, qu'on est jeune et qu'on est un homme, ça peut atteindre, je crois que chez les jeunes ouvriers masculins, ça peut atteindre une personne sur 6. Je crois. Donc c'est des chiffres qui sont pas négligeables, qui montrent à quel point les catégories populaires peuvent être privées de leur participation politique, en tout cas pour les élections. Bref, je ferme la parenthèse. Alors, on peut en théorie essayer de calculer, grâce aux données de l'INSEE, de prendre le nombre d'habitants de 18 ans d'un quartier, de prendre leur nationalité, mais le problème c'est qu'à une échelle aussi fine, la nationalité c'est considéré comme une donnée dite sensible, et dans sa diffusion par l'INSEE, on peut avoir le pourcentage de plus de 18 ans, ça c'est facile et on l'a. On peut avoir le pourcentage d'étrangers ou de Français, mais on ne peut pas, je crois, avoir le pourcentage de Français de plus de 18 ans. Donc en fait, dans l'idéal, il faudrait pouvoir raisonner sur une population électorale potentielle et calculer les pourcentages de vote par rapport à ça, en prenant en compte la non-inscription. Alors, mais là, on ne peut pas d'un point de vue quantitatif. Cela dit, les travaux de collègues en sociologie et en sciences politiques qui travaillent sur l'abstention, notamment des politiques qui s'appellent Céline Braconnier et Jean-Yves Dormagin, qui ont écrit un ouvrage qui s'appelle La démocratie de l'abstention, qui est très bien, ont montré en travaillant avec des techniques plus qualitatives, notamment et en dépouillant des listes d'émargement électoral, qu'une grande partie de l'abstention, de la participation électorale se joue dans la qualité de l'inscription, c'est-à-dire d'être inscrit au bon endroit, au bon moment, et donc il y a fort à parier que c'est les catégories plutôt les plus populaires, plutôt les plus jeunes, qui sont celles qui votent qui sont le plus mal inscrites ou non inscrites. Mais dans l'idéal, il faudrait pouvoir raisonner comme vous le proposez, oui. Mais là, je ne l'ai pas fait, parce qu'on ne peut pas techniquement. Alors, on pourrait, mais... Oui, une question. Présentez-vous, parce que comme il y a des têtes un peu nouvelles ce soir. Oui, bonsoir. Mathias Crouzet. Moi, j'avais une question sur le côté un peu éthique du projet, dans la mesure où finalement, effectivement, les données que vous reprenez ici sont des données publiques. Mais quand on va sur la question de l'open data, il y a évidemment la question du regroupement de ces données qui est fait, où finalement c'est à ce niveau-là que ça va devenir, que ça peut en tout cas devenir intrusif. Donc justement, je voulais savoir quelles sont les limites que vous êtes imposées par rapport à ça, puisqu'on pourrait avoir finalement des regroupements très précis, peut-être trop précis, sur certains quartiers, certaines zones. Ça peut être des pourcentages de population étrangère, ça peut être des revenus, ça peut être des allocataires du RSA, puisque si je ne m'abuse, les zones iris avaient été justement en partie mises en place pour éviter, pour un petit peu uniformiser les données, donc éviter qu'il y ait des regroupements trop précis. Donc voilà, comment vous gérez cet aspect-là, vous, à votre niveau ? Alors, c'est une bonne question et qui nous a d'ailleurs préoccupés, puisque certes l'open data et l'accessibilité de ces données à tout le monde c'est bien, mais la protection des libertés individuelles c'est aussi important aussi. Alors ce que l'on peut dire d'abord c'est que pour vous rassurer, grosso modo le niveau de taille des bureaux de vote c'est à 10% près la même taille qu'un iris. C'est juste que leur géographie et leur principe de découpage est différent. Il y a en général dans une ville il y a 10 à 15% de plus de bureaux de vote qu'il n'y a d'iris. Mais donc les iris font à peu près 2000 habitants, les bureaux de vote font à peu près un petit peu moins, 1006, 1007, 1008 peut-être. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, on n'a diffusé aucune donnée dans toutes les entités, de toute façon on les a même écartées de nos analyses parce que ça fausserait les traitements. Dès qu'il y avait moins de 100 habitants, dans une commune ou dans un bureau de vote, on a mis à blanc les données, c'est-à-dire qu'on ne les a pas diffusées. D'abord pour des raisons de crédibilité statistique parce que ça veut rien dire et surtout même si le travail méthodologique qui consiste à passer de la trame des bureaux de vote à la trame des iris, je disais qu'il y avait des techniques modernes d'analyse spatiale mais il y a une marge d'erreur aussi là-dedans qui est difficile à mesurer, mais ce qui est sûr c'est que cette base de données là elle est faite pour faire ce que je viens d'en faire là, elle est faite pour faire des analyses qui croisent, qui comparent des bureaux de vote entre eux, elle n'est pas faite pour faire une monographie sur un ou deux bureaux de vote. Parce qu'il y a un niveau de précision qui n'atteint pas la perfection, mais on fait avec ce qu'on a. Donc en fait, c'est exactement comme d'ailleurs les données de l'INSEE.
avec le nouveau mode de recensement, quand l'INSEE diffuse ces données et qu'on les télécharge en libre accès sur le site internet, ils disent bien attention, il y a des marges d'erreur en fonction des effectifs statistiques. Ces données sont faites pas pour faire des monographies d'iris, donc ici c'est pas fait pour faire des monographies de bureaux de vote, mais pour comparer les iris ou les bureaux de vote entre eux et faire ce que j'ai fait, des espèces de typologies, des cartes, des choses comme ça, pour mettre en évidence des tendances. Donc on a fait attention à ça. Et de toute façon, quand on était dans des iris qui étaient trop faiblement peuplés, on n'a pas les données sur les revenus, on n'a pas les données de la CAF. Donc on a comme une double précaution, on a la fourniture des données elles-mêmes par la statistique publique, l'INSEE, la DGIO et la CAF. Et en plus, quand nous, à l'issue de notre ventilation des données dans une nouvelle trame géographique, on avait trop peu d'effectifs, on a mis à blanc les données. Voilà, mais la question que vous posez est importante en termes de démocratie. Je ne sais pas si ça vous répond. Oui, c'était plus une remarque aussi dans la série des précautions qu'une question. Parce qu'évidemment, moi, quand j'ai découvert Cartelec et que j'ai échangé avec des journalistes, il y a eu des réflexes, mais ça peut être d'autres types de réutilisation de citoyenne, des réflexes du type ah super, ça y est, on a la carte des bureaux de vote. Et donc maintenant, on peut prendre les résultats si on les récupère de toutes les élections et remonter jusqu'à 2001 par exemple pour les municipales et on va pouvoir cartographier les choses quoi. Et en fait, c'est pas aussi simple. Donc, si j'ai bien compris, c'est peut-être important de le rappeler. C'est important. En fait, j'expliquais au départ que ce qui nous avait pris beaucoup de temps d'un point de vue technique, c'est que il appartient du domaine de compétence de chaque municipalité de découper ses bureaux de vote. C'est pas comme la carte électorale des législatives, si vous voulez, où il y a un découpage du ministère de l'Intérieur. Là, le découpage en bureau de vote, il sert dans les textes à faciliter l'organisation matérielle et logistique des scrutins. En gros, il sert à éviter qu'il y ait des queues dantesques, des files d'attente devant les bureaux de vote. Donc chaque mairie a toute liberté de découper les bureaux de vote comme elle veut. Et d'ailleurs, elle ne s'en prive pas. Elle ne s'en prive pas, c'est-à-dire que les fonds sont mis à jour régulièrement. Nous, ce qu'on diffuse là, c'est le fonds qui colle à la séquence électorale 2007-2010. Mais ne serait-ce qu'entre 2007 et 2010, il y a eu des petits changements, donc on a été obligé d'extrapoler des choses. Et sur la plupart des grandes villes françaises, notre fonds qui est millésimé entre guillemets 2010, et donc pour lequel on a adapté toutes les données de 2007-2008, il a déjà changé pour les présidentielles 2012. On l'a mis à jour pour 2012, pour les grandes villes uniquement, et ce qui était mis à jour pour 2012 est déjà en train de changer pour les municipales de 2014. Ce qui veut dire qu'en fait, ce qui est d'ailleurs assez terrible, c'est que même le ministère de l'Intérieur, qui pourtant organise les élections en France, diffuse les données à l'échelle du bureau de vote, ne possède pas de fond de carte des bureaux de vote de l'ensemble du territoire français. On est sans arrêt en train techniquement de courir après les mises à jour pour actualiser le fonds et personne ne le fait. Or, ce projet-là, c'est un projet de financement de recherche contractuelle dont les crédits ont pris fin. Et quand on sait la situation, je fais une petite parenthèse, mais quand on sait la situation financière de la plupart des laboratoires de recherche et des universités, le fait que le CNRS donne de moins en moins d'argent de manière récurrente aux équipes, eh bien, le problème, c'est qu'on a du mal à pérenniser notre base de données. Donc, voilà ce qu'on peut dire. Enfin une décentralisation qui marche alors, si je puis dire. Ouais, ou enfin une décentralisation qui marche, ou enfin un changement politique qu'on attend un peu en termes de financement des universités. Je pensais qu'il s'était passé quelque chose en 2012. Dans l'université, on l'attend toujours. Je parle de la maîtrise de la maîtrise des cartes, simplement la maîtrise des cartes. Donc elle est locale et elle n'est pas nationale, pour une fois. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il n'y a pas d'autres questions. Vous avez été assommé par ce qu'on vous a présenté. Une petite question justement, dans la mesure où vous évoquiez les problèmes de financement, avez-vous envisagé tout simplement de commercialiser d'une manière ou d'une autre cet outil qui pourrait être, je pense, utile évidemment aux équipes de campagne qui souhaiteraient cibler plus précisément un bureau ou un autre, mais je pense même en termes tout simplement marketing, pour des entreprises qui souhaiteraient cibler une catégorie socio-professionnelle en particulier sur une zone bien déterminée. C'est des choses qui, je pense, pourraient être intéressantes. Est-ce que vous avez eu cette réflexion-là, justement ? C'est vous qui me posiez à l'instant une question sur l'éthique. Oui, justement. Je vais vous répondre sur la même ligne. Moi, je suis un chercheur indépendant, je suis un fonctionnaire d'État, donc mon salaire vient de l'argent public. Donc ce projet a été financé avec de l'argent public, donc c'est l'argent de tout le monde. Donc pour nous, il était clairement hors de question que ce fonds soit commercialisé à qui que ce soit. D'abord parce qu'on ne vend pas des données publiques, on ne va pas vendre les données de l'INSEE, c'est pas nous qui les avons produites. Elles ont été produites avec l'argent de tout le monde. On a juste changé l'échelle d'analyse. On ne va pas vendre des données du ministère de l'Intérieur.
Vous comprenez? Alors, ce qu'on pourrait vendre, c'est le fond de carte et la base de données qui associe les deux. Mais en termes éthiques, pour nous, c'est très clairement hors de question. Voilà. Même si je ne doute pas que certains voudraient nous l'acheter très cher. D'autres interventions? Oui, Jean-Claude Charrier. Oui, Jean-Claude Charrier. Ce que je trouve intéressant dans votre travail, c'est que du point de vue de l'opinion, ça permet d'éviter le biais de la cartographie un peu simpliste. C'est-à-dire que voilà, on voit la France est toute rose, la France est une coloration un petit peu unique, alors que là, vous montrez bien que la vie politique, la vie électorale, elle est beaucoup plus complexe que cela. Et effectivement, il y a des analyses très fines. Cela étant, on voit bien qu'il y a des constantes aussi. Alors la question que je me pose, ce travail, il est surtout utile. Pourquoi? Parce que j'ai le sentiment que les hommes politiques, ils connaissent, ils savent, ils vivent au niveau du terrain, ils savent ce que sont les résultats de chaque bureau, ils les ont, etc. Donc ils voient les évolutions. Ils ont conscience aussi que à chaque fois il y a des redécoupages parce qu'on est dans des régions où la population évolue, etc. Et quasiment tous les 5-6 ans, il faut redécouper les bureaux de vote. Donc qui peut tirer un avantage, un intérêt vraiment fort de vos activités? Voilà. C'est une bonne question, mais j'ai envie de dire c'est pas vraiment à moi de le dire. Je pense que l'ensemble des partis politiques auront intérêt à y regarder des choses, mais on va pas le faire pour eux. Mais je pense qu'ils vont pas se gêner. D'ailleurs, on a quand même un petit historique de qui a téléchargé la base de données, donc parce que ça nous intéressait de voir quels étaient les usages. Donc on a essentiellement des universitaires, mais on a aussi des militants, je pense, de différents partis politiques qui l'ont chargé, depuis la gauche jusqu'au Front National, je crois. Et c'est très bien que, en tant qu'outil citoyen, l'ensemble des militants de tous les partis se saisissent de ces données qui sont des données publiques, tout en faisant attention à l'éthique de ce qu'on diffuse, comme vous m'y invitiez tout à l'heure. Alors après, et puis il y a aussi, il y a cet intérêt-là citoyen, mais il y a aussi un intérêt scientifique qui est là plus académique. D'abord, même dans le dialogue entre les disciplines, entre la géographie, la sociologie, la science politique, cette base de données-là, la richesse d'informations et puis la finesse de l'échelle, elle donne des armes aux géographes quand même. Loin de moi l'idée d'entretenir des concurrences entre disciplines qui sont souvent assez stériles parce que je travaille essentiellement moi avec des sociologues et des politistes, même plus souvent qu'avec des géographes. Mais je trouve que c'est intéressant et dans le champ plus académique ou dans les débats sur les questions électorales, ça permet aussi de remettre sur le devant de la scène des variables ou l'explication du vote par des variables qui sont un peu ringardisées, on pourrait dire. Le poids des niveaux de revenus, le poids de la catégorie socio-professionnelle, le poids des niveaux de diplôme. Bref, ça permet quand même de mettre l'accent fortement sur le poids des inégalités sociales dans la compréhension des dynamiques électorales. Et ça, c'est à mon avis un enjeu qui est à la fois un enjeu scientifique fort par rapport à certains courants ou fractions de la science politique, notamment. C'est un enjeu à la fois politique et puis un enjeu citoyen, on pourrait dire. Je sais pas si ça répond. Yves. Yves Lenné, Conseil du développement. Moi, quand je regarde toutes ces cartes, je me dis, et vous vous dites aussi, on aimerait savoir pourquoi. Je suppose, les choses se passent ainsi. Ça permet effectivement de constater des poids, des évolutions, mais pas de savoir pourquoi. Alors, ceux qui essayent de savoir pourquoi, c'est pas vous. Ce sont des gens, par exemple des journalistes, qui essayent de relier certains bureaux de vote avec, par exemple, des sondages à la sortie des urnes. Est-ce que ces sondages, on dit vous avez voté pour un tel, ou alors est-ce qu'on leur pose des questions sur le pourquoi? Est-ce qu'il y a des tentatives de lien qui sont faites? Alors, c'est une bonne question de plusieurs points de vue. Alors, je suis à la fois d'accord sur certaines choses et pas vraiment d'accord sur d'autres. D'abord, je suis pas d'accord avec l'idée qui consiste à dire que ça permet pas de dire pourquoi.
Parce qu'en fait, là, si on est dans le cadre d'une présentation au grand public, entre guillemets, des travaux, c'est justement les chercheurs des différentes disciplines des sciences humaines et sociales qui permettent d'expliquer pourquoi, et pas les journalistes. Même si les journalistes peuvent apporter des choses, reprennent pour la plupart quand même du temps les résultats des chercheurs, parce que c'est juste que c'est deux métiers différents. Les chercheurs n'ont pas de compétences journalistes, et réciproquement. Là où je suis d'accord, c'est que c'est intéressant. Donc je suis pas d'accord sur l'idée que les chercheurs n'arriveraient pas à comprendre pourquoi, et on peut arriver à comprendre pourquoi. Là, moi, j'ai pas mis le paquet sur l'explication, les dynamiques de compréhension, parce que c'est difficile en fait avec. Je sais pas en fait qui vous êtes vous tous là. Donc j'ai ma petite idée, mais c'est difficile de doser le niveau de discours, le niveau de complexité. Bon bref. Donc on peut comprendre pourquoi grâce à ça. Là où par contre je suis d'accord avec vous, c'est que ces bases de données-là, enfin ces données-là toutes seules, et les données qu'on appelle les données agrégées à l'échelle, à une échelle, même si quand bien même cette échelle est très fine, ça suffit pas. Et il faut faire des enquêtes plus localisées, des entretiens, des questionnaires pour comprendre. Et on peut faire des questionnaires localisés justement. En fait, je crois que c'est là ce que je présente là, c'est pas pour dire la géographie électorale, c'est l'arme de guerre absolue parce qu'on est à l'échelle du bureau de vote. Non, c'est pas vrai. Ce qui est important, c'est de collaborer entre des chercheurs de différentes disciplines, qui ont chacun leur méthode, chacun leurs intérêts, mais qui ont aussi chacun leurs limites. Il y a un certain nombre de limites à ça. Vous avez vu que j'ai pris plein de précautions oratoires en disant c'est pas parce qu'il y a une corrélation ou un chiffre fort entre telle catégorie et tel vote qu'on peut dire que ces gens-là votent pour. J'ai dit on peut simplement dire plus il y a dans les quartiers telle catégorie, plus on observe aussi dans les quartiers ça. Ce problème-là, ce levier, quand on fait des enquêtes au niveau des individus, par questionnaire ou par entretien, ce verrou-là méthodologique, il est levé. Donc ces données-là, ces données que je présente, elles ont aussi des limites importantes. Et on pourrait dire que les limites de ces données-là, c'est les avantages des autres et réciproquement. Parce que quand on fait un questionnaire localisé, quand bien même, et moi j'en ai fait des questionnaires localisés pour ma thèse, pas dans les zones intra-urbaines mais dans les zones périurbaines, quand on fait des questionnaires localisés, il y a plein de gens qui ne répondent pas, et puis surtout c'est ce qu'on appelle données déclaratives. Rien ne vous oblige à dire la vérité quand on vous demande pour qui vous avez voté, et encore moins pourquoi. Et la plupart des gens mentent, et la plupart des gens ne disent pas la vérité. Y compris dans les sondages d'opinion. Mais tout simplement parce que ça dépend aussi quand ces enquêtes sont faites. Les gens peuvent avoir oublié. Ici, on va partir de l'hypothèse qu'on est un public politisé, doté de haut niveau, de diplômes relativement importants, avec un intérêt pour les questions politiques. Mais il y a une partie des gens qui s'en moquent complètement. Donc en fait, c'est sans soit du tout péjoratif ou porter de jugement de valeur, on peut tout simplement avoir oublié pour qui on a voté. Est-ce que par exemple, si on faisait, moi je le fais avec mes étudiants, dans les TD de géographie politique ou je leur dis mais est-ce que vous vous souvenez pour qui vous avez voté à la dernière élection? Ah oui, et aux deux tours. Et d'ailleurs cette élection-là, c'était une régionale, une européenne, une présidentielle. Alors là, on est en 2013, on a eu un cycle de législatives. Mais est-ce que vous vous rappelez tous si vous avez voté aux deux tours des élections législatives de 2012 par exemple? Est-ce que tout le monde sait si dans son bureau de vote il y a eu deux tours ou il y a eu un seul? Moi je suis même pas sûr. Et est-ce que vous savez ce que vous avez voté aux deux tours de la présidentielle? Et les régionales, c'était il y a que 3 ans. Vous vous souvenez ce que vous avez voté au régional de 2010, aux deux tours? D'ailleurs, est-ce qu'il y a eu deux tours? Bref, voilà, sans insister là-dessus. Ces données-là, elles sont complémentaires avec d'autres données. Elles ont plein d'avantages que j'ai essayé de mettre en avant sans non plus occulter les limites qu'elles ont. Il y a d'autres données, mais voilà, les données de questionnaire, c'est pas non plus la panacée. Les données électorales comme ça, de Cartelec, c'est pas non plus la panacée. Je pense que c'est vraiment la combinaison, la complémentarité des différents types de données qui permet d'accéder à, de moins s'éloigner en tout cas de la réalité. Oui, Henri, Favre. Oui, deux questions totalement indépendantes. Parmi les critères traditionnels, il y avait le lectorat, qui était, selon la diffusion de la presse, l'audition de radio, la télévision. Bon, aujourd'hui, on va se trouver concerné par de nouvelles sources d'information. Est-ce que vous avez tenté d'intégrer ces données-là? Est-ce que vous pouvez les mesurer, d'une part? Alors l'autre question qui est totalement indépendante, c'est votre projet s'appelle ANR FEDER. Si vous avez eu des fonds européens, est-ce que il y a des démarches de même nature en dehors de la France? Alors sur la première question, oui c'est vrai que c'est intéressant. On peut essayer de croiser, et ça se fait des fois, ce qu'on appelle les zones de diffusion de, je sais pas moi, de Ouest France, de tel ou tel type de presse, de, je sais pas moi, de l'Humanité au Figaro par exemple, et de voir si ça correspond avec des données électorales. Mais je crois que Daniel Rapetti, vous aviez peut-être fait des choses là-dessus. Vous voulez en dire un mot?
c'est très lointain. Et les relations les plus étroites étaient encore une fois avec entre les catégories aisées qui lisaient Le Figaro. Bon, Le Monde, c'était beaucoup plus diffus, mais il y avait quand même quelques recoupements. Et puis autrement, les quartiers, alors à l'inverse, bon, alors je schématise beaucoup, mais plus à gauche, c'était là où il y avait le moins de lecture, ou bien, à certains points, vraiment des centres de population ouvrière, des noyaux comme Chantenay ou Doulon, où il y avait une diffusion de l'humanité, où il y a toujours d'ailleurs actuellement quelqu'un qui vend l'humanité sur les marchés, à Doulon par exemple, ou à Saint-Nazaire aussi, enfin des lieux vraiment très marqués. Mais autrement, c'était beaucoup l'absence de lecture et une lecture très, très importante de journaux divers. Mais j'avais fait ça avec la diffusion de la presse, mais alors c'était les bureaux de tabac. J'avais eu la diffusion par point de vente, par bureau de tabac. Donc on était un petit peu tributaire aussi de la densité des bureaux de tabac. Bien évidemment, il y en avait moins à la périphérie. Il y avait un biais là. Il y avait quelque chose qui ne nous permettait pas de conclure absolument. Et puis je n'avais pas les abonnements. Le Figaro, Le Monde, il y avait quand même des abonnements. Et j'avais pas fait la presse locale. J'avais fait les grands quotidiens. Pour poursuivre là-dessus, pour répondre à la fin de cette question-là et puis à l'autre, vous voyez que c'est très difficile d'un point de vue méthodologique en fait, parce qu'il faudrait maîtriser les abonnements. Or là, la plupart des données qu'on a utilisées, c'est des données de la statistique publique, mais le nombre d'abonnés au Figaro, au Monde ou à n'importe quel titre de presse, ce sont des données commerciales avec des enjeux importants pour ces titres de presse. Donc je pense qu'ils les donnent pas facilement et encore moins à une échelle intra-urbaine aussi fine. Voilà. Et quant à la maîtrise de la diffusion ou on pourrait des nombres d'heures de fréquentation d'internet, vous parliez de nouvelles technologies, ça c'est vrai qu'on n'a pas du tout d'indicateurs qui nous permettent, on a des enquêtes de l'INED, on a des enquêtes sur les pratiques de loisirs, des choses probablement là-dessus, mais à une échelle localisée, pas à ma connaissance. Et puis alors la deuxième question, donc c'est le projet en lui-même s'appelle Cartelec, on l'appelle ANR FEDER parce que c'est les deux principales institutions qui ont donné de l'argent. Est-ce que ça se fait hors d'Europe? À une telle finesse, honnêtement, je crois que ça se fait pas encore. Par contre, on avait des contacts avec des collègues italiens qui étaient intéressés pour essayer de répliquer ça. Et honnêtement, je préfère ne rien dire de plus parce que comme je suis pas trop sûr, j'ai peur de dire des bêtises. Oui. Comment consulter quoi? Oui. Votre travail. On pose quelle question? Alors, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller sur le site internet. Vous tapez Cartelec dans Google ou dans n'importe quel moteur de recherche. Vous allez tomber sur ce site-là. Cartelec, donc CARTELEC. Vous allez tomber là-dessus. Vous voyez, www.cartelec.net. Vous allez tomber sur la page d'accueil du site. Sur la page d'accueil du site, soit vous pouvez cliquer directement sur une petite ville, comme je l'ai fait tout à l'heure, les petits points rouges, les petites pastilles. Et là, vous allez avoir accès. Pardon. Et là, vous allez avoir accès à des cartes déjà faites, comme j'ai présenté la carte PS Europe Écologie, par exemple. L'autre possibilité, c'est de cliquer sur Atlas socio-électoral à gauche où il y a écrit Géoclip. Et là, vous avez l'atlas interactif où on se promène soi-même, on fait son zoom, on choisit sa couleur, on choisit sa variable. Ou alors, vous pouvez rechercher une carte. Il y a un petit moteur de recherche interne, là, rechercher une carte. Vous avez le lieu, l'élection et le thème, et vous croisez les deux. Vous dites par exemple lieu Nantes, élection présidentielle 2007, thème, je sais pas moi, vote UMP, et vous allez avoir les cartes qui correspondent. Donc ça, c'est une première chose. Vous pouvez télécharger un peu en dessous. Voilà, en remplissant bien le petit formulaire si vous voulez. Et vous pouvez aussi, l'autre possibilité, c'est de regarder les publications. Vous voyez, dans les petits onglets en haut, il y a accueil, le projet, ce que je vous ai présenté, les cartes, je vous ai présenté, les membres, bon, c'est nous. Vous pouvez regarder l'équipe un peu plus détaillée si vous voulez. J'insiste vraiment là-dessus. C'est un projet collectif. D'accord ? Donc tout ce que j'ai pu vous présenter ici, si j'avais pas eu le travail en amont de nombre de collègues de statuts et de catégories différentes, j'aurais pas pu le faire. Et puis il y a donc des publications des chercheurs, dont moi, dont d'autres collègues du projet, qui sont en ligne aussi, donc sur lesquelles vous pouvez lire des choses. Oui, Madame Vérac. Merci Madame Vérac, oui. Vous nous avez présenté ce travail de recherche
en entrant des bases de données et des statistiques multiples et très très diversifiées, en les établissant à partir de faits électoraux passés, ou plutôt passés de toute manière. Est-ce qu'on peut imaginer qu'en faisant des entrées de données fictives pour l'avenir, tel bureau de vote qui aurait pris 10% d'ouvriers ou 10% de cadres supérieurs, etc. Vous voyez où je veux en venir ? Je ne suis candidate à rien du tout. Mais votre outil a-t-elle une potentialité de travail prospectif ? Nous, ce qu'on met à disposition, c'est une base de données. Après, les usages qu'on peut en faire, ils sont multiples. Moi, en général, j'aime bien travailler sur des données solides, c'est-à-dire des données de choses passées. Mais je comprends que d'autres types d'acteurs aient envie d'avoir une dynamique de modélisation, voire de prévision, ou d'estimation plus que de prévision de ce qui pourrait se passer. Donc oui, on peut faire des modèles mathématiques, des modèles de régression notamment, pour essayer de calculer ce que pourrait être un vote théorique. À une élection, sachant que le bureau de vote a à un instant T telle caractéristique, qu'on voit que d'après le recensement précédent, il a évolué dans tel sens, on peut s'y risquer. Après, est-ce que ça présente un intérêt fort ? Parce qu'il y a aussi... Alors, là, j'ai pas mal mis l'accent sur le fait qu'est-ce que nous apporte la grille de lecture en termes d'inégalité sociale sur les votes. À l'inverse, on sait aussi que c'est pas tout. Pour comprendre l'issue d'un scrutin, il faut des choses sur les dynamiques de campagne, sur les dynamiques de mobilisation, sur leur médiatisation, sur la construction des enjeux, sur la médiatisation des enjeux. Bref, il y a toute une alchimie qui fait d'une campagne un moment complexe, un moment social, qu'on peut pas saisir ici. Donc, on pourrait s'amuser, entre guillemets, à prévoir des modèles mathématiques et essayer de modéliser des choses. Alors, avec quel succès et pour quel intérêt au final, je sais pas. Mais on pourrait, il y a probablement des types d'acteurs qui ne sont pas des universitaires qui auraient des intérêts à faire ça. Mais je pense que c'est assez compliqué et j'insiste sur le fait que pour comprendre l'issue d'un scrutin, la composition sociale des bureaux de vote ne suffit pas. Il y a l'offre qui rentre en jeu, il y a les candidats, leur image, qui sont tout ça des constructions sociales, des constructions médiatiques. Donc on a besoin aussi de choses, d'éléments plus qualitatifs que par définition on ne peut pas prévoir. Ok, bon, moi je vais poser une question aussi sur, à partir d'un indice de corrélation que vous avez évoqué. Je crois que vous avez dit à un moment, plus on est vieux, plus on vote à droite. Et donc, ma question, c'est une question de non-sens. Est-ce que ça veut dire que pour vivre vieux, il faut voter à droite ? Auquel cas, il y en a peut-être quelques-uns qui vont changer leur vote. Non, mais ça, c'est pour rire. Mais non, la question que je voulais poser, c'est l'historique. C'est-à-dire, ce qui est intéressant, c'est que cet indice de 0,23 là que j'ai gardé en tête, il n'est pas extrêmement fort non plus, je le précise. Il n'est pas très fort, effectivement, mais est-ce qu'il évolue dans le temps ? C'est-à-dire, est-ce que ça, c'est vrai sur 2010, enfin votre période, mais est-ce que cet indice évolue dans le temps ? Est-ce qu'il baisse ? Est-ce qu'il monte ? Et c'est intéressant d'avoir cette dynamique, cette vue. Le même tableau sur un autre scrutin. Alors, je commencerai par dire que j'ai déjà réalisé le même tableau sur une autre ville et que ça donne des résultats très différents. D'abord, je rappelle que ça permet de dire, c'est une précaution oratoire, mais qui est une précaution théorique importante. On peut observer qu'il y a une corrélation assez forte, qui est significative d'un point de vue statistique, mais qui est quand même pas très fort, donc il faut être prudent dans l'interprétation, entre la présence des plus de 80 ans et la présence de vote pour l'UMP. Ce qui ne veut pas dire que les plus de 80 ans votent pour l'UMP, directement. Enfin, qu'en tout cas, il faut être prudent dans l'interprétation. Première chose. Deuxième chose, en faisant le même tableau, les mêmes calculs de corrélation pour l'espace parisien, on a mis en évidence des corrélations beaucoup plus fortes, de l'ordre de 0,6-0,7. Alors ça veut dire deux choses. Ça veut dire que Nantes n'est pas Paris, mais ça veut dire que l'espace compte et la géographie compte. C'est-à-dire que faut proposer ce qu'on essaie d'appeler des systèmes explicatifs à géographie variable, entre guillemets. C'est-à-dire que même ces tableaux, ils ont un domaine de validité qui est local. Alors il y a des grandes tendances qu'on retrouve un peu partout. Alors c'est ça. Je vais utiliser la seule diapo que j'ai pas utilisée pour essayer de répondre à votre question, qui était de comparer les corrélations entre Nantes et plusieurs autres villes. Alors là, c'est uniquement la corrélation entre la CS3, c'est-à-dire la présence de cadres et professions intellectuelles supérieures, et les votes au premier tour de la présidentielle entre différentes villes. Donc Nantes est surligné en bleu.
Alors, j'ai mis en grisé les corrélations positives et intéressantes. On s'aperçoit par exemple que la corrélation classique entre la présence de cadres et le vote à droite, tel qu'il est incarné par Nicolas Sarkozy, eh bien, elle varie de manière assez importante, de 0,42 à Paris jusqu'à 0,75 à Lille, 73 à Nantes. La présence donc entre 0,42 et 0,70, c'est-à-dire que ça varie quand même beaucoup. De même, le vote pour Bayrou est de 0,08 à Nice. Alors on peut se dire, Nice, la Côte d'Azur, Christian Estrosi, on peut se dire, oh là, c'est un bastion de droite. Alors en fait, c'est probablement là-bas le découpage géographique des bureaux de vote qui est assez particulier parce qu'il y a une contrainte de site en termes physiques ou topographiques sur Nice qui font des bureaux de vote très allongés, qui a peut-être une marge d'erreur plus importante dans nos données là-bas. Et il faudrait ajouter à ça le fait que le poids des retraités est tellement important à Nice par rapport aux autres villes qu'il écrase un peu la place des cadres dans la structure sociale. Donc bref, c'est des choses un peu compliquées, mais donc voilà, si on regarde par exemple la corrélation entre la présence de cadres et le vote Bayrou et qu'on exclut Nice, ça varie quand même de 0,40 à Lyon à 0,82 à Lille, donc c'est du simple au double. Donc voilà, ce que je veux dire, c'est que d'abord, ces constats sur Nantes, il faudrait les comparer et mieux les mettre en tension avec d'autres. Après, votre question est intéressante, il faudrait essayer de les comparer sur d'autres scrutins pour voir si ça évolue dans le temps. Le problème, c'est que vu déjà le temps que ça nous a pris, la lourdeur technique et méthodologique qu'il y a à monter ça, c'est difficile. Cela dit, on a avec deux collègues, Isabelle Garat et puis Sophie Vernicos, qui sont des collègues de l'Institut de géographie, le projet de travailler, en plus moi maintenant comme je suis à Nantes durablement, on a le projet de travailler, d'essayer de remonter dans le temps. On a les travaux de Daniel Rapetti qui sont quand même présents de manière ancienne. Donc on a pour projet d'essayer de monter cette espèce de SIG à l'échelle des bureaux de vote en remontant dans le temps seulement sur la commune de Nantes et pas sur Nantes Métropole. Enfin, faudrait voir, mais c'est tellement compliqué que, et là, si on n'est pas le gros projet qui avait les moyens du départ, donc avec le temps qu'on a, on voudrait essayer de faire une approche un peu diachronique, c'est-à-dire pour voir comment ça évolue dans le temps. Mais voilà, c'est un projet qui démarre un petit peu. Il faut qu'on obtienne les données de la mairie de Nantes, les données électorales. Il faut qu'on récupère les fonds de carte anciens. Il faut qu'on les mette dans le même SIG. Enfin bref, c'est un défi méthodologique important, mais ça pourrait permettre de répondre à cette question-là. Mais pour l'instant, j'ai envie de dire que j'en sais rien, quoi. Hélène Maury de l'agence d'urbanisme. Vous avez déjà commencé à répondre, donc je me doute un petit peu de la réponse, mais c'est pour être sûr. Vous n'avez pas forcément l'intention de mettre à jour vos données suite aux prochaines élections, enfin au lendemain des élections municipales, par exemple? Alors si, en fait, il y a une des collègues qui était contractuelle sur le projet, parce qu'en fait, ça dépend de, comme ça réclame des moyens humains importants à mener un tel projet à l'échelle de la France entière. Donc, en l'occurrence, beaucoup de chance, surtout pour elle. Une collègue contractuelle qui était ingénieure de recherche contractuelle sur le projet a été titularisée. Donc, il y a une partie de son temps de travail qui va être affectée à ça. Elle est à l'université de Rouen. Donc elle va pouvoir suivre ça pour la plupart des grandes villes, et l'actualisation par exemple du fond de carte, on l'a déjà faite pour 2014. Cela dit, alors voilà, c'est toujours difficile parce que on a déjà sous-exploité, on a passé énormément de temps les chercheurs à travailler sur les aspects techniques, et on a sous-exploité et sous-publié en gros sur ces choses-là. Alors c'est un peu la tambouille interne, mais donc on fait de l'open data, mais on se garde les données les plus fraîches pour nous. Et on les mettra à jour progressivement. Non mais voilà, et on les mettra aussi à jour à disposition progressivement. Donc il y a l'ambition quand même, au-delà du cas nantais que j'évoquais avec ce petit projet avec deux collègues de l'Institut de géographie ici à Nantes, il y a l'ambition de pérenniser la base au niveau national. Et puis on espère aussi que plus il y aura cette base de données-là, plus elle aura un écho, une réception favorable, et quand on la présente, les gens sont plutôt intéressés. Plus peut-être le ministère de l'Intérieur se dira que ça vaudrait le coup quand même de donner des moyens humains ou de détacher à une partie du temps de travail d'un agent pour permettre de pérenniser cette base, quoi. Mais c'est vrai que ces données-là, on espère pouvoir les pérenniser sur longtemps. Mais on n'est pas encore trop sûr. Oui, mais c'est une petite question peut-être en guise de conclusion, sauf si on a d'autres dans la salle. Alors les données sur le site internet, elles sont aussi, on peut les charger. On peut charger tous les jeux de données que vous, chercheurs, vous avez utilisés avec le projet Cartelec. Donc les données INSEE, les résultats des scrutins et les contours des bureaux de vote. Donc pour des novices ou des amateurs éclairés qui voudraient s'amuser à le faire, quels sont les conseils qu'il faut leur donner? Parce que c'est déjà en train de se passer. Donc c'est déjà en train de se passer. Alors moi, ce que je conseille aux amateurs plus ou moins éclairés qui auraient envie de faire ça, c'est déjà de regarder tout ce qu'ils peuvent faire avec l'atlas interactif sur Géoclip. On peut choisir sa variable, choisir le nombre de classes, choisir les couleurs, choisir la zone. Ça déjà, c'est une première chose.
Après, pour ceux vraiment qui veulent aller plus loin, il faut, ce que vous allez télécharger un fond de carte avec des noms d'extensions de fichiers que vous n'avez jamais probablement vus. Il faut être en capacité d'ouvrir ces données-là dans un logiciel de cartographie que probablement vous n'avez pas. Alors après, vous pouvez regarder les données qui sont dans des tableurs Excel ou des tableurs de logiciels de libre accès. Vous pouvez essayer, alors faut calculer les pourcentages parce qu'on a laissé les résultats bruts pour que chacun puisse se construire ses catégories. Donc faut calculer les pourcentages, faut avoir envie de faire des statistiques dessus, donc faut savoir les faire, faut savoir utiliser le logiciel. C'est pas, enfin voilà, faut être honnête, c'est pas non plus à la portée du premier venu, quoi. Mais c'est difficile, on peut pas non plus. Alors il pourrait y avoir des formations citoyennes, on pourrait imaginer à tout un certain nombre de trucs, mais après c'est aussi un métier quand même. À un moment donné, l'analyse de données, l'analyse de disciplines en sociologie, en géographie, en sciences politiques, ou les journalistes, c'est aussi un métier avec des compétences. Donc on peut regarder les choses pour peut-être mieux connaître son quartier en détail, avoir les chiffres de son quartier, voir comment est-ce qu'il évolue. Après, de là à se lancer dans des analyses, ne serait-ce que cartographiques ou statistiques, ça demande quand même quelques compétences, quoi. Mais voilà, c'est pas pour vous décourager que je dis ça, mais c'est quand même un métier, quoi. Il y a déjà beaucoup de cartes disponibles sur le site. Oui, il y a déjà beaucoup de cartes qui sont disponibles. On peut faire ses propres cartes avec son propre périmètre d'études sur l'Atlas Géoclip. Voilà, moi je trouve que c'est déjà pas mal. Et pour la plupart des gens, c'est quand même, ils peuvent retrouver leur bureau de vote, ils peuvent cliquer dessus, voir les chiffres dans Géoclip. C'est interactif, c'est gratuit. Bon, voilà. Ok, merci. Est-ce qu'il y a encore, une question rentrée, si je puis dire? Voilà, elle va sortir. Donc Philippe. Est-ce qu'on peut récupérer des données géographiques pour les utiliser dans Google ou OpenStreetMap Alors, ce que vous appelez les données géographiques, c'est les fonds de carte? Oui, avec les données aussi. Est-ce qu'on peut réutiliser tout ça dans les logiciels, des applications sans code comme OpenStreetMap? Alors moi je connais pas bien OpenStreetMap par exemple, mais on peut télécharger le tableau. En fait, ce qui définit le lien entre les fonds de carte, les tableaux de données électorales et les tableaux de données sociales, c'est un code. Le code, c'est un code bureau de vote. Il commence par exemple pour Nantes par 44 pour le code département. C'est 44109. 109 c'est le code INSEE qui n'est pas le code postal de Nantes. Et ensuite c'est 44109-001 pour le bureau de vote 01. La liaison dynamique entre tous les éléments ce qu'on appelle le SIG, c'est les polygones, que sont les bureaux de vote. Derrière le dessin, il y a le code 44109-001. Dans le tableau que vous ouvrez dans le logiciel Excel ou un logiciel libre ou gratuit, il y a pour des données INSEE, il y a 44109-01. Dans les bases de données du ministère de l'Intérieur, il y a 44109-01. Donc, avec tout ça, vous avez les différentes pièces du puzzle que vous n'avez plus qu'à assembler. Enfin, vous n'avez plus qu'à... c'est là qu'il y a un peu la difficulté, quoi. Mais c'est grâce au code en fait qu'on peut regrouper ça. Mais ça se fait de manière automatisée dans les logiciels quand on sait s'en servir pour le coup. Donc alors après, est-ce que ça peut être utilisé dans OpenStreetMap? Honnêtement, j'en sais rien parce que je connais pas bien OpenStreetMap. Apparemment, Julien l'a déjà fait là, donc ça doit pouvoir. Plus de questions? Eh bien, je pense qu'on peut applaudir notre intervenant et le remercier. Merci à vous d'être venu m'écouter. De cet apport, on va tous repartir plus intelligents. Donc merci, c'était l'objectif de la soirée. Je voudrais juste vous rappeler aux uns et aux autres qu'on se retrouve demain. Je vous ai pas souhaité la bonne année, je le fais maintenant, mais demain nous avons une séance spéciale pot de bonne année. Donc venez nombreux. Je vous rappelle que la séance avec Dominique Luneau, qui était prévue lundi prochain, je crois, est annulée. Donc ne venez pas. Et non, elle n'est pas reportée, elle est annulée. Et puis on a une séance de découverte d'une autre entreprise nantaise. Enfin, je qualifie Cartelec d'entreprise, mais là c'est vraiment une entreprise, Syncovery, qui est un site de vidéos éducatives et qui va nous être présenté le 22 janvier, c'est-à-dire la semaine prochaine. Voilà. Consultez l'agenda sur le site du Conseil. Et bonne soirée à tous.